Ok, ça marche. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci d'être aussi nombreux à participer à ce premier webinaire organisé par APS. Donc, le sujet ce soir, c'est EMDR et psychotraumatologie. Et c'est Nadine Biamouri qui va aborder ce sujet. Donc, sur le groupe, le MDR est souvent évoqué. On a énormément de questions. C'est pour cela qu'on a pensé qu'il était important de commencer notre série de webinaires par ce premier sujet. Donc, c'est une pratique qui n'est pas anodine. C'est une pratique qu'il faut vraiment pratiquer avec des professionnels quand l'enfant est vraiment peut-être prêt aussi à cette technique. Et c'est ce que va nous expliquer Nadine ce soir. Donc, vous avez tous compris que vous pouvez intervenir via un live chat sur la droite de votre écran. Et ensuite, Nadine, après sa présentation, pourra répondre à vos questions. Donc, posez vos questions en live et nous, on lui retransmettra via le live chat. Voilà, bonne soirée à tous. Je te laisse la parole, Nadine. Super. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne suis pas une grande habituée non plus de la technologie et des webinaires. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression de parler un peu toute seule, donc je serai ravie de recevoir vos questions au cours de la soirée. Voilà, je m'appelle Nadine Yamouri Baja, je suis psychologue, psychothérapeute, formée en EMDR et systémicienne. Donc, je travaille sur une approche systémique. Et ce qui va être très, très important quand on parle de psychotraumatologie, j'aborde le trauma avec une approche orientée solution. Et vous verrez que ça, c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a d'habitude. Quand on entend le mot trauma, on se dit tout de suite « Ouh là là, ça va être très compliqué ». J'aimerais bien vous apporter une approche un petit peu différente de la chose ce soir. Et ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une petite introduction, voilà, quelques termes, qu'on sache un petit peu de quoi on parle et qu'on fonctionne vraiment de façon interactive, c'est-à-dire que vous n'hésitiez pas à tout moment à poser des questions pour que je puisse répondre au mieux à ce qui vous préoccupe plutôt que de rester très général voilà, sur des choses générales. Et bien entendu, en une petite heure, on ne pourra pas tout aborder, mais en tout cas que vous ayez des premières pistes pour pouvoir éventuellement creuser le sujet. Voilà. Alors, déjà, quand on parle de trauma ou de traumatisme, c'est un mot qui fait peur, en général. Et le psychotraumatisme, pour le décrire de façon très simple, ce que ça signifie, c'est que quand une personne traumatisée repense ou reparle d'un événement du passé, dans son corps, ça se comporte comme si elle y était encore. Donc, c'est comme si les deux pieds retournaient dans le passé alors qu'on parle d'un événement qui n'est plus actuellement. D'accord ? Et que rationnellement, dans la tête, on sait très très bien faire la différence. On sait qu'on n'est plus dans cet événement, mais que le corps ne sait pas faire la différence et va donc réagir d'une façon très forte qui semble souvent inappropriée au reste du monde et qui est due effectivement à ce lien, à l'événement du passé. Et pendant très très longtemps, on a eu cette image du trauma comme quelque chose d'irréversible, surtout quand c'était dans l'enfance, dans la petite enfance, on disait « oh là là, si la personne est traumatisée, c'est cuit ». Et entre-temps, dans tout ce qui est diagnostic et psychothérapie, on a plutôt tendance à dire que le trauma, c'est ce qui se guérit le mieux. Et que c'est pas du tout une fatalité, que ça peut être digéré, que ça peut être intégré comme un apprentissage pour qu'on n'ait pas à le porter toute sa vie. Donc ça, c'est plutôt une superbe nouvelle. Ensuite, il faut dire que on vit tous des événements plus ou moins difficiles. Tout le monde, on n'est pas des pages blanches, tout le monde a vécu des choses. Et que l'humain a une capacité extraordinaire à surmonter des situations difficiles. Et que 75% des personnes qui vivent un événement traumatique s'en remettent par elles-mêmes dans les 2 mois qui suivent. C'est quand même un chiffre important, 75%, ça donne de l'espoir. Et voilà, il y a 25% des personnes qui ont plus de mal, qui auraient besoin de soutien, d'accompagnement, d'aide.
Et il est encore difficile de déterminer ce qui fait la différence entre ces 75% et les autres. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que l'un des critères, c'est d'être entouré socialement, d'avoir voilà, des amis, de la famille, des personnes qui soutiennent. Et un deuxième critère très important, c'est le fait de se sentir utile. Donc l'impression de contribuer à la communauté, à la société, de pouvoir faire quelque chose d'utile semblerait jouer un rôle très important également dans la gestion du trauma. Voilà. Dans notre approche systémique orientée solution, nous disons, et ça peut surprendre parfois, plus une personne a vécu de trauma, plus cette personne a de ressources. Parce que si elle n'avait pas de ressources, avec tout ce qu'elle a vécu, elle ne serait plus là. Et donc, dans la psychotraumatologie centrée compétences, ce que nous faisons, c'est aider la personne à se reconnecter à ses ressources. Donc, on ne les invente pas, elles sont là, pour qu'elle puisse, avec ses ressources, surmonter les événements. Voilà. Donc, c'est vraiment accompagner et aller chercher la force de la personne qui, si elle a survécu à tout ça et qu'elle est encore là aujourd'hui, a clairement un paquet de ressources qui vont l'aider à surmonter ça aussi. Et il y a des moments dans la vie où on n'a tout simplement pas la force, pas l'accès à nos ressources et où il est utile effectivement d'être accompagné ou soutenu. Voilà, pour une intro un petit peu à la psychotraumatologie centrée compétences. Alors, l'EMDR est donc en anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, mouvement oculaire, eye movement, désensibilisation et puis réintégration, je dirais en français. Je suis jamais très sûre. En gros, Francine Shapiro, qui a découvert le MDR, s'est basée sur le fait que la nuit, quand nous dormons, nos yeux bougent rapidement. Vous avez peut-être déjà vu ça, voilà, pas chez vous-même, chez quelqu'un d'autre. Et quand les yeux bougent rapidement, c'est parce que nos deux cortex cérébraux se connectent. Et cette connexion fait qu'il y a une intégration des neurones qui permet de digérer l'information de la journée, tout ce qu'on a vécu. C'est aussi pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. En général, le matin, on se sent un petit peu mieux, même quand c'est difficile. Voilà. Et Francine Shapiro s'est aperçue qu'en reproduisant ces mouvements oculaires rapides, en se connectant à un événement traumatique, ce qu'on faisait, c'est finalement stimuler ou réveiller cet événement. C'est comme si on zoomait tout près et qu'ensuite, on va, par les mouvements oculaires, dézoomer jusqu'à ce que l'événement, il soit encore là, mais qu'il n'y ait plus aucune réaction corporelle. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. D'accord ? Donc, quelque chose qui, au départ, provoquait beaucoup d'émotions, des abréactions même, avec le MDR, permet qu'on n'oublie pas, bien entendu, on se souvient de l'événement, mais dans le corps, il n'y a plus aucune réaction physiologique et les personnes disent oh, « c'est incroyable, je peux en parler, il ne se passe plus rien ». La deuxième partie, c'est que quand on vit quelque chose de traumatique, on a tendance à changer notre vision du monde, mais aussi notre vision de nous-mêmes. Donc très souvent, un trauma va être lié à une conviction de l'ordre de « c'est de ma faute », où je suis coupable, où je suis nulle, où je ne suis pas à la hauteur, où je suis en danger, ou voilà, différents types, il y a différentes thématiques qui reviennent dans les traumatismes et qui s'installent comme des vérités, non pas seulement sur cet événement-là, mais sur toute la personne. Hein, une personne qui va, de façon irrationnelle, dire ben, il y a eu tel et tel accident, je suis coupable. Rationnellement, elle peut savoir que ce n'est pas le cas. Émotionnellement, il y a ce ressenti qui va ensuite se ressentir dans tous les domaines de la vie. Donc la deuxième partie de l'EMDR, c'est de changer ou de transformer ses convictions en quelque chose de positif pour que l'effet ne soit pas seulement sur l'événement, mais sur la façon dont la personne se replace dans sa vie globale. Au départ, le MDR a été énormément critiqué
s'est dit c'est un peu du charlatanisme, hein, on bouge les yeux et puis ça va mieux. Entre-temps, il y a plus de 2000 études scientifiques qui prouvent l'efficacité de l'EMDR, mais qui surtout démontrent que c'est parfaitement scientifique du fait qu'il s'agit de connexion neuronale et de quelque chose qui s'explique par la physiologie. C'est pas de la magie. On s'aperçoit aussi que les thérapies plus classiques, d'une part, durent très longtemps, d'autre part, certaines études montrent que par les thérapies plus classiques et longues, ce qu'on fait souvent, c'est retraumatiser. Pourquoi? Parce qu'on va demander à la personne de raconter et re-raconter et re-raconter. Et plus la personne raconte, plus le trauma s'installe dans le cerveau et plus ça devient une image activée. En EMDR, on ne raconte pas, on n'analyse pas, on laisse venir les images et les sensations et c'est surtout une thérapie qui permet en très peu de séances de désensibiliser des choses très impressionnantes, en tout cas pour la personne qui les a vécues. Donc vous vous doutez bien que ça ne fait pas plaisir à tout le monde si on peut faire en 4 à 5 séances ce que pendant très longtemps on a fait en 6 à 7 ans. Voilà, en gros, je vais peut-être déjà voir s'il y a des questions jusqu'ici, avant de continuer. Je n'entends pas. Alors, Odile, tu mets... Alors, dans l'immédiat, on n'a pas de questions. Si, il y en a. Il y en a qui arrivent là. Ouais. Vas-y, Christelle, si tu en as. Ouais. Ok. Alors là, il y a marqué, est-ce que le trauma peut-il avoir existé in utero, hors conscience? Super question. Oui, oui. Il peut y avoir ce que j'appelle des malentendus ou des erreurs de programmation, déjà in utero. Hein, donc, il peut tout à fait y avoir des traumatismes en prénatal, dans le ventre de la maman, parce qu'il se sont passées des choses à l'extérieur, parce que les circonstances ont fait que le bébé était pas voulu ou pas bien accompagné ou des tas de choses différentes. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en EMDR, il existe un protocole qui s'appelle le protocole des empreintes précoces, où on peut tout à fait aller désensibiliser des traumas en prénatal, au niveau de la naissance et pour les 0-3 ans. Bien entendu, il n'y a pas de souvenir conscient, mais le corps a imprégné les traumas, se souvient, et donc par l'accès au corps avec le MDR, on peut traiter ces traumatismes-là, ce qui a souvent un effet sur ces fameuses convictions et croyances. Donc tous les thèmes qui sont autour de « je ne suis pas légitime »,« je n'ai pas ma place »,« je ne vaux rien », sont souvent, pas toujours, mais souvent, des thèmes qui viennent du tout début de la vie et où cette impression sur soi-même s'est finalement imprégnée. Et je peux peut-être vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Une cliente qui venait me voir en thérapie, qui avait beaucoup de mal à la relation à sa mère et toujours une impression de ne pas avoir été voulue, de dire ma mère m'a jamais dit qu'elle me voulait pas, mais il y a quelque chose qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que je suis jamais le bienvenu nulle part, je suis jamais à ma place. Et on a donc opté pour le protocole de MDR des empreintes précoces. Et on est revenu au fait que sa maman, donc cette personne est née en période d'après-guerre, le père était revenu de guerre, était invalide de guerre, et la maman était la seule à pouvoir succomber aux besoins de la famille, donc elle travaillait dans un magasin et elle a dû cacher sa grossesse jusqu'à la fin, donc elle mettait des bandeaux autour du ventre pour cacher sa grossesse, pour ne pas perdre son emploi et pour pouvoir répondre aux besoins de la famille. Pour le bébé in utero, il y a eu un malentendu de on me cache, il faut que je me cache, j'ai pas ma place. Et ça, en EMDR, on y revient sans y mettre de mots, mais vraiment par du ressenti corporel pour désensibiliser ça. Et ça a ensuite un impact sur la place de cette personne dans sa vie au quotidien aujourd'hui. Ça répond à la question? Alors, oui, super. Donc, Nadine, est-il possible de donner des exemples de traumas, au sens toujours de grands événements, ou cela peut-il être des choses bénignes
pour certains, mais vécu traumatiquement par une personne hypersensible? Merci pour la question. Je pense qu'une des choses les plus difficiles dans le trauma, c'est qu'on est d'accord que si c'est un événement type accident, attentat, etc., il y a une compréhension globale du fait que c'est un traumatisme et donc c'est accepté en société. Ma formatrice a dit un jour, pour un enfant qui patiente 5 minutes devant la maternelle parce que les parents sont en retard, on se dit, c'est 5 minutes, hein, on fait ce qu'on peut, il y a des bouchons, etc., ça peut arriver. Pour un enfant, ces 5 minutes-là, quand l'enfant ne sait pas du tout ce qui se passe, ça peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement traumatique parce que toute la sécurité de base est remise en question. Alors, je vous rassure, la majorité des enfants s'en sortent très bien, même si on a tous eu ce genre de situation. Ça ne veut pas dire que ça laisse des traces. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que une chose importante dans le trauma, c'est je n'ai pas besoin de comprendre ou d'avoir le même ressenti que l'autre personne pour accepter que pour une autre personne, un événement peut être vécu complètement comme traumatique, alors que pour les autres, ça ne l'est pas. Et ça peut être des tas de choses parce que un événement peut être lié à des choses plus anciennes et nous ramener à des choses qui font qu'on réagit plus ou moins. Tout comme un deuil, quand quelqu'un décède dans une famille. Pour certains membres de la famille, le deuil va se faire assez rapidement. Pour d'autres, ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est des personnes qui le géreront pas pareil, qui sont souvent jugées parce que tout le monde est passé à autre chose et qu'on dit oh, quand même. Voilà, c'est des ressentis, des expériences, des vécus différents. Et oui, des tas de choses peuvent être vécues comme traumatiques, même si les autres ne le perçoivent pas comme tel. Ok. Christelle, Nathalie, vous avez d'autres questions? Attends, j'en avais une. Elle m'a échappé. Alors, les événements vécus doivent-ils être précis? Non. Elles sont géniales vos questions, je suis impressionnée. Les gens viennent rarement en disant voilà, j'ai eu tel et tel événement. Ça, c'est ce qu'on appelle un trauma simple. C'est ce qui est le plus facile à traiter. C'est quand quelqu'un vient en vous disant j'ai eu un accident il y a 3 ans et depuis j'ai des cauchemars. Hein, là, on sait, on cible directement l'accident et on y va. C'est rarement le cas. Souvent, les personnes viennent avec quelque chose de beaucoup plus vague en disant je sais pas, dès que je parle en public, je me mets à transpirer. Donc, les personnes viennent plutôt avec des symptômes qu'avec des événements précis. Et dans le protocole EMDR, on fait quelque chose qu'on appelle un plan de ciblage. On part à la recherche du souvenir source. Donc, ça ne va pas forcément être l'événement, mais l'événement qui a rappelé ou qui a déclenché un souvenir plus ancien qui est à la source. Et ça, c'est quelque chose que nous, on cherche dans le protocole EMDR. Donc, les gens viennent rarement en sachant exactement sur quoi mettre le doigt. C'est quelque chose que voilà, qu'on arrive à trouver, soit par l'émotion, donc on va aller chercher cette peur qui est ressentie actuellement dans telle et telle situation, on va aller rechercher quand est-ce que la personne a ressenti cette peur pour la première fois. Et quand je dis rechercher, c'est pas cognitif, c'est dans le corps. Ou alors, on va partir de ce que je disais tout à l'heure, ses convictions ou ses croyances, donc ce qu'on appelle en EMDR la cognition négative, la phrase du type « je suis nul » ou « c'est de ma faute », et on va aller à nouveau chercher dans le corps quand est-ce que la personne a ressenti ça de soi-même la première fois, et ça nous amène en général à un souvenir source. Et c'est impressionnant quand vous avez quelqu'un qui est adulte en train de vous parler de quelque chose d'actuel, et qu'on se retrouve à quand j'avais 6 ans, la maîtresse s'est moquée de moi devant toute la classe et que la personne se met à pleurer très fort ou avoir une réaction très forte en disant « Oh, mais je comprends pas du tout pourquoi maintenant je réagis comme ça ». Et là, on a une indication que si ça n'a pas été digéré, que ça a été vécu comme une injustice forte, les situations plus tard qui ramènent à un sentiment d'injustice ou à une remise en question des compétences de la personne vont réveiller des choses anciennes qui n'ont pas été digérées. Ok. Alors, j'ai aussi une demande pour EMDR, uniquement gros trauma.
Gros trauma serait déjà un jugement pour moi. Si je dis gros trauma, je suis déjà en train de mettre une valeur à un trauma. Et je ne me permettrai jamais de faire ça. À partir du moment où quelque chose est vécu comme traumatique par la personne, ça a lieu d'être. Donc, tout type de choses, ça peut aussi être des phobies. Le MDR fonctionne très très bien pour les personnes qui ont des phobies particulières. Ça se désensibilise super bien, en 1 ou 2 séances en général. Ça peut être des choses qui ne sont pas digérées, ça peut être des peurs qui reviennent, ça peut être une sensation de honte, ça peut être voilà, différentes choses dans toute la palette de ce qui peut être ressenti par un humain comme traumatique. Et les gens viennent rarement en disant j'ai un trauma. Les gens viennent en disant j'ai un problème, à chaque fois que je me retrouve dans telle et telle situation, j'ai ça et ça. Donc les gens viennent plutôt avec une symptomatique sans le lier forcément à un trauma. Ça, c'est notre travail d'aller chercher. Et tous les symptômes ne sont pas liés à des traumas. Tout n'est pas traumatique. Ok. Alors j'en ai une là qui est aussi intéressante. Alors c'est mon fils ne peut pas aller chez un psychothérapeute, puis-je lui faire de l'EMDR? Oh, surtout pas. Alors, faire soi-même, surtout pas. Le MDR est très réglementé. Ça peut être dangereux si c'est fait par n'importe qui. La formation est très stricte et très cadrée. Et c'est vraiment important parce qu'on va toucher aux connexions neuronales et parce qu'on va réveiller le trauma pour faire de l'EMDR, que ce soit fait par des professionnels. Donc, vous avez un annuaire thérapeute EMDR en ligne. Si vous tapez, vous trouvez dans chaque région de France des personnes tout à fait compétentes à faire ça et qui, là, oui, pourront accompagner à ne surtout pas essayer soi-même, ni pour soi, ni pour les autres. Justement, j'ai plusieurs questions là qui arrivent en disant une maman a tenté le MDR pour sa fille, elle a dû stopper car vécu comme violent pour elle. Une autre maman écrit en fait, le MDR a fait remonter des bribes de ce qui s'était passé. On a dû arrêter tellement c'était violent pour elle. Donc, elle n'était pas prête. Donc, beaucoup de questions justement sur le moment où quand pratiquer le MDR. Je dirais que c'est moins une question de moment que d'approche. Les personnes ne vivent pas la confrontation au trauma de la même façon. On se doute qu'en zoomant sur l'événement traumatique, c'est violent parce qu'on le revit. D'accord ? Et c'est seulement quand on commence la désensibilisation, donc en une séance, on commence à faire de la désensibilisation, que le corps s'apaise. Effectivement, il peut y avoir au départ de très très fortes réactions émotionnelles qui font partie du processus et qui s'apaisent en général très rapidement dans la séance. Même toujours, je dirais. Maintenant, on a toujours le respect du patient, du client, où on dit si c'est trop, on dit stop. Et si la personne effectivement dit stop, il existe des protocoles plus soft, plus doux, où on va y aller progressivement. C'est-à-dire qu'on va y aller, puis on ressort. Puis on y va, puis on ressort. Puis on y va, puis on ressort. Pour pouvoir y aller tout doucement au rythme du patient. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout une bonne idée si c'est encore un traumatisme supplémentaire d'avoir fait de l'EMDR et que c'est vraiment important déjà de trouver des thérapeutes en qui on ait confiance et de pouvoir se dire que après la confrontation, qui peut être vraiment très forte émotionnellement, il y a une désensibilisation. Donc, c'est important qu'on écoute le rythme de la personne. Ok, alors j'ai une réaction là sur le fait de guérir la phobie scolaire en 2 séances. Est-ce que, enfin, pour vous, est-ce que justement la phobie scolaire est quand même très multifactorielle? On a de plus en plus de thérapeutes qui nous disent justement, on va guérir la phobie scolaire en 2, 3, 4 séances. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez justement J'ai parlé de phobie tout à l'heure, je parlais d'une phobie d'une araignée ou d'une phobie d'un serpent, où on n'est pas du tout dans quelque chose de systémique, il n'y a pas d'interaction. D'accord ? On n'est pas dans le serpent m'a fait du mal et j'ai une phobie, on est dans quelque chose de plus archaïque. La phobie scolaire est beaucoup plus complexe parce que, alors déjà,
ouais, le terme pourrait être questionné parce que c'est systémique. Le système fait que le système devient difficile pour l'enfant. C'est pas l'enfant qui porte une phobie en soi qu'il faut désensibiliser. Il y a une responsabilité qui est au niveau du système scolaire à plein d'échelles différentes et du global jusqu'à la classe, jusqu'aux camarades, etc., à tous les niveaux. Donc non, hein, quand je disais phobie en deux séances, je ne parlais pas de la phobie scolaire, où pour moi, il est important de prendre en considération tous les facteurs et d'avoir une approche systémique au niveau de l'établissement, au niveau même plus haut probablement, et une sensibilisation en société du fait que, un, ça existe, que ça soit reconnu, et deux, qu'on arrête de mettre la culpabilité sur des enfants qui sont soi-disant pas adaptés ou pas intégrés dans une structure, mais qu'on remette en question aussi la façon dont fonctionnent les structures. Et je pense que tout ce processus de reconnaissance que fait l'association très bien, il est essentiel à la guérison. D'arrêter de pointer que l'enfant est le problème. Je crois que ça, c'est essentiel. Maintenant, traiter des événements qui ont contribué à la phobie scolaire, donc s'il y a eu du harcèlement ou d'autres choses, ou de la violence vécue à l'école, ça, c'est des choses qu'on peut très bien traiter et aborder par le MDR. D'accord. Je voudrais juste rebondir sur tout à l'heure quand je disais il y a des façons soft. On a aussi un protocole de MDR par le dessin qu'on utilise beaucoup pour les enfants. Les 4 chances qui permet que l'enfant n'ait pas du tout besoin de raconter ou de parler, mais que ça se passe par le dessin. Et ça fonctionne très bien aussi. Okay. Là, j'ai une question que j'ai relevée. Alors, est-ce que comme dans d'autres thérapies par le corps, comme l'EFT ou la kinésiologie, le MDR peut faire remonter du trauma inconscient, des secrets, des non-dits, tabous, transmis de manière transgénérationnelle? Oui, tout à fait. En MDR, on travaille aussi sur le transgénérationnel. Oui, donc ces choses-là peuvent remonter et peuvent être traitées de la même façon aussi, dans l'idée que ça n'appartient pas forcément à la personne qui traite, mais que ça peut venir d'ailleurs et qu'il peut être utile parfois de le rendre aux générations auxquelles ça appartient plutôt que de porter des traumas qu'on a hérités et qui ne nous appartiennent pas. Et ça, je dirais, pour revenir un peu plus sur la psychotraumatologie, centrée compétence, c'est quelque chose qu'on fait par exemple avec le génogramme. On travaille beaucoup avec le génogramme, donc on retrace l'arbre généalogique, mais pas de façon classique, de façon orientée solution, c'est-à-dire qu'on va chercher aussi quelles sont les ressources qu'on a héritées des générations d'avant, avec la possibilité, l'humain est extrêmement loyal. Tous les humains ont une loyauté envers leurs parents, que ce soit des parents aimants ou non, qu'il y ait eu de la maltraitance ou non, il y a une forme de loyauté en général. Et cette loyauté, elle fait que parfois les personnes ne peuvent pas vivre complètement telles qu'elles aimeraient, ou alors vont faire pareil qu'eux, ou alors à l'inverse, faire opposition, donc exactement l'inverse des parents, ce qui n'est pas non plus un choix ou une liberté. C'est toujours de la réaction. Avec le génogramme ou avec le travail du psychotrauma transgénérationnel, on remet les choses à leur place pour se dire je prends des générations d'avant ce qui m'est utile et j'ai le droit ou je choisis de ne pas tout prendre. Ok, une autre question. Si la situation de trauma est liée à une tierce personne, cette personne doit-elle ou peut-elle accompagner pendant les séances? Tu peux la répéter la question? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Alors, si la situation de trauma est liée à une tierce personne, donc la personne est identifiée, hein, cette personne doit-elle ou peut-elle accompagner pendant les séances? Est-ce qu'il peut y avoir des séances à plusieurs, en fait, comme des thérapies familiales? Alors, ce qui se passe dans le cas d'un trauma, c'est qu'on va souvent avoir des déclencheurs. Un déclencheur, c'est un son, une odeur, un mot, une couleur, quelque chose ici et maintenant qui rappelle à mon corps l'événement traumatique. C'est très souvent inconscient. D'accord ? Il va y avoir quelque chose dans cette pièce qui a priori est tout à fait sécurisée, mais qui d'un coup va ramener mon corps à une situation traumatique et mon corps réagit comme s'il était dans l'événement traumatique. Quand on est déclenché comme ça, on n'est plus du tout
en capacité de penser clairement, on est en mode fuite ou combat, comme les animaux, d'accord? Ce sont les instincts de survie qui prennent le dessus. Ou alors, on est en mode faire le mort, si fuite ou combat n'est pas une option. Ce sont les 3 stratégies de survie, d'accord? Donc, la sidération ou alors la fuite ou le combat. Il me semble relativement non constructif d'avoir une personne dans la pièce qui a contribué au trauma, donc qui serait en elle-même un déclencheur potentiel permanent pour guérir du trauma. Donc, je suis sûre qu'il y a des exceptions auxquelles je n'ai pas pensé maintenant, mais en théorie, je dirais non. On ne se confronte pas aux personnes qui ont provoqué le trauma pour guérir du trauma. Ça ne sera pas un lieu sûr, ça ne sera pas un espace sécurisé pour guérir. Donc, non. Et puis, je pense que tout type de confrontation, on se met dans la pièce, on en discute, on règle la chose, peut être extrêmement violente, hein, si je pense notamment à un enfant en phobie scolaire. Je ne pense pas du tout que ce soit, en tout cas, tant que ce n'est pas désensibilisé chez l'enfant, que ce soit utile de le mettre dans cette situation. D'accord, ok, merci. Christelle, tu as d'autres questions? Alors, oui, il y en a une, c'est faire ressurgir un trauma enfui ne risque-t-il pas d'amplifier les symptômes ou d'en trouver d'autres ad vitam aeternam? Alors, faire ressurgir, ça veut dire faire ressurgir à la conscience. Tant que le corps est imprégné d'un événement traumatique non digéré, de toute façon, cet événement est là et se manifeste par des symptômes, par des déclencheurs, par des façons de réagir ou de ne pas réagir. Donc, on ne va pas l'inventer. Ce qu'on va faire avec le MDR, c'est mettre lumière sur l'origine d'un symptôme ou d'un comportement pour enfin le désensibiliser, pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ces symptômes ou ces réactions. Donc, on n'invente pas, on va chercher dans le corps, et si on trouve dans le corps, c'est que c'était déjà là. Maintenant, j'aimerais quand même, parce que la question est très, très importante, ce n'est pas le thérapeute qui décide de travailler sur un trauma ou sur un autre. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'il y a encore au jour d'aujourd'hui énormément de violences thérapeutiques où on va dire aux patients ce qui est bien pour eux ou qu'il serait temps qu'ils travaillent sur tel et tel thème. Et que quand des choses sont enfouies, elles ont de bonnes raisons de l'être et que souvent, les personnes font le choix inconscient de mettre un trauma de côté pour pouvoir fonctionner au quotidien, pour pouvoir avancer, développer des compétences, travailler, avoir une famille, etc. Et que pendant cette période-là, il n'est pas utile d'avoir accès à ce trauma, mais que le corps fait très très bien le travail et n'y donnera pas accès à ce moment-là. Et que c'est aux personnes de choisir quel est le moment pour aller voir des événements traumatiques, pas à nous, thérapeutes. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, c'est une intrusion dans la vie des personnes et dans le choix des personnes et c'est pas constructif. Mais j'en reviendrai très souvent à ça, c'est une question de confiance relationnelle, d'accompagnement dans la bienveillance et de laisser toujours le choix aux patients ou aux clients qu'on accompagne. Nous, on ne sait pas. On a des techniques pour accompagner, c'est le patient ou le client qui sait. J'aimerais bien, Christelle, montrer une image, mais j'ai aucune idée comment je fais ça. D'accord. Je vais te donner le truc. Alors, c'est normalement en haut de la fenêtre. Ouais. Quand tu restes sur l'écran avec la souris, il y a un petit plus qui va s'afficher. À quel endroit je mets ma souris? Partager un contenu ou projeter des... C'est ça, projeter, voilà. Et un document, tu peux faire un document. Je ne comprends pas. Tu fais plus et document. Mais j'ai pas de plus en fait. J'ai mon écran là où il y avait ma tête avant, maintenant il y a partager un contenu. Ah, c'est reparti. C'est ça. Excusez-moi. Hein. Je vous avais prévenu que j'étais pas douée en technologie. Ah, j'ai trouvé le plus. Projeter un nouveau contenu. Voilà, c'est ça. Document. Ah, c'est génial. Ah, il faut que je le recherche. Box. Ouvrir.
peut peut-être te poser une autre question encore? Oui, j'arrive à faire les deux choses en même temps. Ok. Nathalie, tu poses la question? Oui, il y a une question qui est-il possible de pratiquer l'EMDR avec des personnes porteuses de TSA, sensibles aux odeurs, aux couleurs, au sang, peuvent être justement surréactives? Oui, tout à fait. Ça fonctionne même assez bien. Pardon, en fait, je ne suis pas si douée que ça pour faire deux choses en même temps. Je pense. Je m'aperçois que non et je ne trouve pas mon dossier. Oui, c'est tout à fait possible. Ça fonctionne en général très bien. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette question, c'est que toute stratégie, tout mécanisme ou tout symptôme qu'a une personne est souvent la meilleure solution que la personne a trouvée jusque-là pour survivre ou pour fonctionner dans une situation. Et que ce soit dans une situation de TSA, que ce soit des personnes qui ont des TOC, que ce soit des personnes avec des addictions, que ce soit des personnes avec différents mécanismes de fonctionnement, ce sont des stratégies qui ont été mises en place pour survivre ou pour gérer une situation. Et que donc elles ont tout à fait lieu et raison d'être, et que le MDR n'empêche absolument pas de travailler puisqu'on ne va pas adresser pas adresser le trouble de l'attention en tant que tel, ou on va travailler avec ce qui est sous-jacent, ce qui est en dessous. Ça fonctionne tout aussi bien. À la limite, on raccourcira un petit peu les séances parce que c'est fatigant. Le MDR, c'est vraiment très fatigant, c'est intense, mais ça fonctionne très bien, tout à fait. J'y suis presque, excusez-moi. J'écoute. Hein. S'il y a encore des questions, je peux les prendre en même temps. Il y a d'autres questions là. Alors, moi j'en ai aussi une. Oui. Alors, c'est pareil, c'est aussi lié au TSA. Alors, comment arriver à cibler avec une personne TSA qui a des difficultés à saisir les ressentis physiologiques? Pardon, j'attends juste que mon dossier s'ouvre. C'est pas que des ressentis physiologiques qu'on va demander dans ce cas-là en EMDR. On va demander pensée, image, ressenti, émotion, tout ça. Et ce sont des personnes qui vont souvent répondre plus par des images ou des pensées. Hein, donc, on va plutôt adresser ce canal-là. Mais voilà, c'est comme ça qu'on ferait. Vous avez aussi des personnes qui sont dissociées, qui justement n'ont pas accès aux émotions. Des personnes qui pendant très longtemps ont mis les émotions de côté et qui du coup pour de bonnes raisons n'y ont pas accès. C'est pour ça que ça fonctionne aussi, puisqu'on va prendre d'autres canaux d'entrée à ce moment-là, donc plutôt par des images, des souvenirs ou des pensées. D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant ce qui est sur... On voit ton écran, oui. Vous le voyez en assez grand? Écoute, moi j'arrive à relire. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Je ne sais pas comment on est plus grand. 100%. Pour moi, je vais expliquer de toute façon. La partie texte est moins importante, vous pouvez l'oublier, c'est l'image. Ouais. Comme vous voyez, je suis très douée en dessin. Alors, ce qui me semble important ici, c'est une image pour expliquer ce qu'on fait en EMDR. On va prendre ce qui est en bas est censé représenter un lac. Voilà. Alors, le lac représente nos ressources. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus il y a de trauma, plus il y a de ressources. Dans ce lac, il y a tout ce qui fait qu'on soit vivant aujourd'hui. Ce qu'on a survécu, ce qu'on a appris, les relations qu'on a développées, les choses qu'on a réussies. Voilà, toutes les choses qui font qu'on est nous et qu'on a des ressources. Ça, c'est le lac. D'accord? Et on a tous un lac, sinon on ne peut plus être en vie. Donc, dans le lac, il y a aussi nos valeurs, nos croyances, toutes ces choses qui nous ont été transmises également. Ensuite, les montagnes, c'est un paysage suisse, comme vous voyez. Les montagnes représentent les événements traumatiques qu'on a vécus, les glaciers. D'accord ? Et on en a tous, des plus ou moins grands, des plus ou moins marquants, des plus ou moins digérés. L'humain a une capacité extraordinaire lorsqu'il ou elle vit un événement traumatique
à continuer à fonctionner, se relever le lendemain matin, amener les enfants à l'école, préparer à manger, aller travailler ou faire ce que les personnes font au quotidien. Donc fonctionner. Et comment on fait ça? On met l'événement traumatique au congélateur. On le congèle, on le met de côté. On n'oublie pas complètement qu'il est là en général, sauf dans certains cas. Mais pour pouvoir fonctionner, survivre, avancer, on met l'événement au congélateur. Et il peut y rester très 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 longtemps, parfois 30 ans, 40 ans, parfois pour toujours, comme il peut à certains moments émerger. Il se peut que la vie fasse que d'autres événements fassent décongeler ou émerger des événements du passé. Et là, j'ai envie de dire, il y a deux options en tant que thérapeute également. L'une, c'est d'entendre la personne qui dit « ça remonte, mais en fait, j'ai pas du tout envie de regarder ça maintenant ou je ne suis pas en capacité ». Donc, d'utiliser des techniques en psychotraumatologie pour recongeler l'événement. C'est pas comme les aliments, hein, on peut congeler plusieurs fois. Voilà, donc pour recongeler et dire « ok, je respecte, c'est pas le moment ». L'autre possibilité, c'est que la personne vous dise « ben là, ça vraiment, j'ai envie de m'en défaire, j'ai envie de regarder ça de plus près ». Et c'est seulement là qu'en tant que thérapeute, on a l'autorisation ou le mandat de dire « ok, on y va ». Donc, c'est là qu'on met du soleil, ça c'est censé être un soleil. Un soleil sur le glacier en question. Qu'est-ce qui va se passer avec la glace? Elle va fondre et elle ira où? Dans le lac. Pour devenir un événement de plus qui a été digéré et qui peut faire partie des ressources ou des forces de la personne. Ce qui est important, c'est que ce n'est jamais moi qui vais dire il va falloir travailler sur ça. Vous avez parfois des personnes qui viennent en thérapie, qui travaillent un certain temps et qui disent ah ben là, je me sens vraiment mieux. Et on n'a pas abordé les sujets traumatiques. Les personnes vont repartir, c'est tout à fait leur droit, en disant ben maintenant que je vais enfin mieux, je vais pouvoir vivre. Et qui reviennent des années après en disant il y a encore un truc là que je voudrais regarder maintenant. Okay. Ou des personnes, je pense à un monsieur qui venait me voir, qui dit c'est incroyable, en fait, j'ai tout réussi dans ma vie, j'ai une super carrière, super famille, super maison, tout va bien, mon couple. Et il y a 2 ans, je regarde les infos, il y a une info qui passe, et pas d'aboum, je m'effondre de l'intérieur et depuis, je n'arrive plus à avoir goût de rien. J'ai du mal à aller au travail, j'ai plus envie d'être dans mon couple, voilà. Et donc, il y avait eu un événement, il s'agissait d'une enfant qui avait été enlevée, dans l'affaire Maïs, qui avait réveillé chez ce monsieur quelque chose de très 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 ancien qu'il avait mis de côté toutes ces années pour pouvoir fonctionner, avancer, construire sa vie. Et qui disait, ben maintenant, je crois que c'est le moment de regarder ça. Et à ce moment-là, on regarde ça et on désensibilise et on fait en sorte que cet événement-là puisse ne plus impacter au jour d'aujourd'hui. Ça reste bien sûr un souvenir douloureux, mais il n'y a plus d'abréaction ou de réaction comme peuvent le provoquer les événements traumatiques. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions peut-être? Non. Par rapport à ça, peut-être pas. Une question quand même. Mon fils a essayé le MDR mais n'a pas été réceptif. Est-ce dû à son côté rationnel? Alors, je ne connais pas votre fils, je ne peux pas vous dire à quoi c'est dû. Néanmoins, je peux vous dire que les plus rationnels des rationnels cèdent également à l'EMDR. Donc, c'est clairement pas une contre-indication. Hein? Ce qui est intéressant dans l'EMDR, c'est que des personnes qui justement disent j'ai pas trop accès à mes émotions ou j'y crois pas, etc. De par ces mouvements oculaires qui vont vraiment directement au niveau neuronal et aux connexions des neurones, on arrive très rapidement à ce que ces personnes-là, si elles sont en confiance, j'insiste là-dessus, avec le thérapeute, peuvent laisser aller et faire venir des choses qui viennent à ce moment-là. Mais je crois vraiment que la relation thérapeutique et le lien de confiance, il est essentiel parce que moi non plus, je ne me laisserai pas aller avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Voilà, je me mettrai sur mes gardes et je mettrai tous mes mécanismes de contrôle en marche pour de bonnes raisons. Une autre question qui est Et quand on n'a pas la mémoire de l'événement, cela marche aussi? Oui, c'est rarement le cas que les gens aient la mémoire de l'événement.
En tout cas, c'est pas un événement accessible dans l'immédiat. Hein, c'est justement ça que par le protocole EMDR, comme je disais tout à l'heure, soit par les cognitions négatives, soit par les émotions, on arrive à retrouver. Et quand il s'agit de prénatal ou de tout petit, on n'a même pas besoin de retrouver. On va directement dans le corps se souvient, mais il n'a pas de mots et on peut le désensibiliser quand même. Ok. Il y a une autre question qui sont quels sont les meilleurs facteurs de réussite pour l'EMDR et à l'inverse, les critères d'échec? Alors, j'ai compris la première partie, les meilleurs facteurs de réussite de l'EMDR, et le deuxième. Et les critères d'échec. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Je réfléchis à ma réponse. Je dirais clairement ce que je viens de dire. Hein, je suis désolée, je suis un peu redondante, mais je répète. Alors déjà, on ne fait pas de l'EMDR n'importe comment. Ce qui est important quand l'EMDR est fait correctement, c'est que ça se prépare en au moins 1 ou 2 séances où on va créer des espaces différents, un espace qu'on appelle le contenant, dans lequel on va permettre à la personne de déposer les choses difficiles du passé, du présent et du futur. Donc on crée un espace, une boîte, un contenant, une caisse, une malle. Ça, c'est un exercice qui vient de l'hypnothérapie et qui va permettre d'une part que quand on travaille sur un trauma, on travaille que sur celui-ci et que tout le reste, on l'est déposé dans la malle. Mais ça permet aussi, et ça c'est notre responsabilité éthique, de faire en sorte que si on touche à quelque chose de traumatique et que la séance est terminée, on ne dise pas à la personne « bon ben, à la prochaine, débrouillez-vous », mais qu'on ait un espace sécurisé où déposer les choses qu'on a commencées. Donc on n'ouvre pas la boîte de Pandore, on referme dans une boîte sécurisée et on peut reprendre à la séance d'après. Donc ça, c'est un outil où je dirais attention, s'il n'y a pas ça, on ne fait pas de MDR. Et vous pouvez peut-être être attentif si vous accompagnez vos enfants à ce que cet exercice du contenant soit mis en place et le demander si ce n'est pas le cas, parce que c'est, je dirais, irresponsable de faire de l'EMDR si on n'a pas cet outil-là. Le deuxième, c'est de créer, c'est un outil similaire qui vient de l'hypnothérapie qu'on appelle le lieu sûr. Et de la même façon, on crée un espace sécurisé, soit réel, soit imaginaire chez l'enfant, avec des stimulations bilatérales. De la même façon, le MDR peut se faire soit avec des mouvements oculaires, soit avec des tapotements, droite-gauche. Lent quand il s'agit du lieu sûr et de choses agréables, ça apaise. Rapide quand on fait de la confrontation au trauma. Pareil, le rapide à ne jamais faire soi-même. Le lent, vous pouvez le faire, ça apaise si vous l'associez à des pensées agréables ou positives, pour vous-même ou pour vos enfants. Le lieu sûr permet qu'à tout moment, pendant une séance difficile, je puisse interrompre le protocole EMDR, retourner avec l'enfant ou avec la personne adulte en lieu sûr, apaiser le corps, faire en sorte que le corps soit parfaitement calme et ensuite lui demander si il ou elle est prêt à retourner à la confrontation du trauma. Ces 2 outils, ils sont absolument essentiels et nécessaires, encore une fois, hein, pour nous de façon éthique, mais aussi pour la sécurité du patient ou du client. Et ensuite, c'est la relation thérapeutique, le lien de confiance et le fait d'accepter qu'on va au rythme de l'enfant et pas à notre rythme à nous. D'autres facteurs d'échec éventuels, je ne pourrais pas vous nommer des critères qui me soient suffisamment connus. Ok. J'en rajouterai un, il est d'ordre, il est très vicieux en fait. Il existe des situations dans lesquelles la personne n'a pas intérêt à se défaire du trauma, parce qu'elle en a besoin, notamment pour des questionnements juridiques. Je travaille beaucoup avec des enfants réfugiés, des mineurs non accompagnés qui sont arrivés seuls sur le territoire français ou allemand et pour lesquels on dit clairement leurs traumatismes sont les éléments qui vont leur permettre d'accéder au droit d'asile. Et si on désensibilise le trauma trop tôt, au moment de l'entretien devant le juge pour le droit d'asile, ils n'auront pas suffisamment de poids ou d'arguments.
Ça peut être le cas aussi dans des questions de placement d'enfants, dans des questions de violence intrafamiliale, etc. Où on va dire il est contre-indiqué de faire de l'EMDR parce qu'il ne faut pas désensibiliser quelque chose. Voilà. Justement, ouais, ça rejoignait une des questions qui demandait y a-t-il des contre-indications à la pratique de l'EMDR? Donc ça, c'en est une, mais c'est vraiment pour des raisons stratégiques institutionnelles, je dirais. Les thérapeutes EMDR ne sont pas d'accord par rapport aux grossesses. Vous en avez qui disent on ne fait pas de EMDR pendant la grossesse. Vous en avez d'autres qui disent on peut tout à fait, mais on est particulièrement attentif sur les thématiques qu'on va aborder. Voilà, hein, il y a différentes écoles là-dessus. C'est effectivement une des situations, voilà, à éviter. Moi, je rajouterais, et là j'en reviens à mon travail avec les enfants réfugiés, je ne travaille pas sur un traumatisme tant que la situation actuelle n'est pas stable. Et je veux dire par là, je fais le lien avec la phobie scolaire, il faut que le ici et maintenant de l'enfant soit sécurisé et stabilisé. Il faut que l'événement sur lequel on travaille ou lequel on désensibilise soit dans le passé. Si un enfant continue à vivre de la violence au quotidien, on ne peut pas désensibiliser, il n'y a pas de sécurité dans le ici et maintenant. Donc on peut stabiliser, on va travailler sur le lac, sur les ressources, sur le fait de stabiliser, de créer des espaces sécurisés, d'insister sur les forces de l'enfant, d'insister sur les choses qui le soutiennent. Mais tant que l'enfant est confronté à l'événement traumatique ou à la situation traumatique au quotidien, on ne désensibilise pas. D'accord ? Donc moi, avec les enfants réfugiés, par exemple, tant qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rester, tant que leur situation sur le territoire n'est pas stable, qu'ils ne sont pas scolarisés, qu'ils n'ont pas un foyer, enfin qu'ils n'ont pas ce qu'il leur faut pour se sentir arrivés, je ne m'amuse pas à travailler avec eux sur ce qui s'est passé en Libye ou en Méditerranée, par exemple. Et ça voudrait dire qu'un enfant qui est scolarisé et qui vit la scolarité comme violente au quotidien, je travaillerai plutôt sur ses ressources et sur de la stabilisation pour l'encourager au quotidien à vivre cette situation que de désensibiliser les événements traumatiques si l'enfant y est encore confronté. Ok. Justement, dans la thématique un peu de notre association, quelqu'un demande donc éviter le EMDR si l'enfant est encore scolarisé dans le contexte où justement il a peur d'aller à l'école, où c'est un endroit non sécure pour lui. Est-ce qu'on peut déjà approcher avec le EMDR? Alors, à différents niveaux. Encore une fois, les situations de phobie scolaire sont très variables de l'une à l'autre, donc je ne voudrais pas généraliser. Maintenant, s'il y a eu une situation de harcèlement, par exemple, qui n'est plus, mais qui est éventuellement une des sources qui a contribué à, on peut désensibiliser en EMDR la situation de harcèlement. Ça sera toujours ça de gagner. Ça ne sera pas forcément suffisant pour régler la question de phobie scolaire. On est bien d'accord. On pourra désensibiliser le harcèlement ou l'événement passé et terminé. Mais si l'événement ou si la situation qui est traumatisante perdure, on ne peut pas la désensibiliser puisque en désensibilisant, ce qu'on apprend au corps, c'est tu n'es plus en danger, tu peux lâcher. C'est pas vrai. Si la personne se sent encore en danger dans le ici et maintenant, ce n'est pas sécure. Donc, on fait plutôt de la stabilisation au quotidien et pas de confrontation au trauma. Ok. Nat, tu lances ta question? Alors, je ne sais pas si elle a encore le micro. Alors, je vais poser sa question. Alors, est-ce qu'il est possible de décrire une séance ou le nombre de séances? Nombre de séances. Oui. Décrire une séance, voir un petit peu comment cela vous expliquer
les différentes choses qui sont mises en place, mais il se passe quoi? C'est un échange comme il peut se passer avec une psychologue? Comment ça se passe un petit peu? Ok. Alors, je vais essayer en sachant que, voilà, selon si ce sont des enfants ou des adultes, on ne fait pas exactement pareil, etc. En gros, ce qu'on fait, je vais prendre l'exemple simple qui est, nous avons déjà mis le doigt sur l'événement à désensibiliser, le souvenir source ou l'événement récent. D'accord? Donc, soit c'est un trauma simple, on sait qu'il y a eu tel et tel événement depuis, ça ne va pas, on va cibler cet événement. Soit à travers des symptômes, on trouve un événement plus ancien et on a déjà mis le doigt dessus. On va expliquer à la personne les différentes formes de stimulation bilatérale, donc d'alternance droite-gauche, soit par des mouvements oculaires rapides, donc je vais demander à la personne de suivre mes doigts avec les yeux, et ça va vite. Donc, je vous montre, hop, c'est à peu près à ce rythme-là. Donc, je vous rassure, tout le monde dit « j'y arrive pas, ça marche pas ». En général, ça marche très bien. Pour les gens qui n'ont pas envie de faire avec les doigts, nous faisons des tapotements alternés sur les genoux ou sur les mains des personnes. On peut aussi faire des tapotements alternés en papillon, comme ça. On va expliquer à la personne qu'on va choisir un de ces modes de stimulation. La personne choisit elle-même lequel lui convient le mieux. Et on va la mettre en situation en lui disant « je vais vous demander maintenant de repenser à, et ça c'est ce qu'on a collecté pendant le protocole, où on va poser certaines questions, on va demander, quand vous repensez à l'événement, quelle est la pire image? En une phrase ou en une image, on ne demande pas à la personne de nous raconter ce qui s'est passé. On demande le pire ou la pire image. On demande quelle est la phrase négative qui vient sur soi-même. Chez les enfants, on ne pose pas la question, c'est trop compliqué. Chez les adultes, ce sera c'est de ma faute, je suis nulle, voilà, ce genre de phrase. On va demander ce qu'on appelle une cognition positive, donc ce que la personne aimerait penser de soi-même, à la place de je suis nulle, par exemple. Et on va demander le taux de perturbation sur une échelle de 0 à 10. Donc on va demander, quand tu repenses à cet événement, dans ton corps, à combien ça te perturbe, de 0 pas du tout à 10 très très fort. On va avoir un chiffre. On va demander quelle émotion est liée à l'événement. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, du dégoût, de la honte? Et on va demander où dans le corps la personne ressent ces sensations. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Et avec tout ça, on va juste dire, je vais te demander maintenant de penser à l'événement, de te connecter à la peur, de sentir cette sensation qui est dans ta gorge, de penser à la phrase « je suis nulle ». Et avec tout ça, on commence les tapotements. Et tu laisses venir ce qui vient. Au bout d'un certain temps, on lui demande de respirer bien fort et on demande juste « qu'est-ce qui est là maintenant ?» La personne va vous répondre soit « rien », c'est rare, soit « la boule est montée », soit une image, soit « ça me fait penser à », soit oh, je suis super triste ou je suis super en colère. On n'analyse pas, on n'en discute pas, on n'interprète pas, on lui dit juste continue avec ça et on continue les tapotements. Et c'est en ça que le MDR est assez génial parce que à aucun moment on va y mettre de l'interprétation, on laisse les connexions cérébrales se faire. Parfois vous avez des choses très surprenantes où les gens disent j'ai aucune idée pourquoi c'est ça qui me vient, mais voilà. Ça m'est venu, je le dis, et on dit ok, continue avec ça et on continue à tapoter ou à faire des mouvements oculaires. Et ça, on va le faire jusqu'à ce que la personne dise soit il n'y a plus rien, soit seulement des choses agréables ou positives. Et on va faire ça jusqu'à ce que le chiffre de perturbation entre 0 et 10 soit à 0. On ne se contente pas du 1, 0. En gros. Et quand c'est avec du dessin, l'enfant ou l'adulte, parce qu'on le fait aussi avec des adultes, on va demander quand tu repenses à l'événement et à la pire image, qu'est-ce qui vient maintenant? Et tu le dessines. La personne va dessiner sans vous dire absolument ce qu'elle dessine. Pas besoin de mettre de mots dessus, pas besoin d'expliquer. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. D'accord? Je reste dans le respect de la personne qui
Quand elle a fini son dessin, je lui demande de continuer à tapoter jusqu'à ce qu'un prochain dessin vienne. J'enlève le dessin précédent, je laisse venir un nouveau dessin. Et je vais faire ça à nouveau jusqu'à ce qu'il y ait seulement de l'agréable ou plus rien. En gros. Merci Nadine. Une autre question peut-être. Une ado qui estime ne pas avoir de problème, peut-elle être traitée par EMDR alors qu'elle est dans le déni? On ne peut pas faire de la thérapie sur quelqu'un qui ne souhaite pas faire de thérapie. Je crois que ce serait ma réponse. On peut encourager, on peut chercher des ressources, on peut en tant que parent aller chercher des conseils pour accompagner, mais on ne peut pas forcer quelqu'un, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, à être thérapié si la personne ne le souhaite pas. Et je dirais que si une personne est dans le déni, c'est peut-être la meilleure solution qu'elle a trouvée à ce moment-là pour survivre à cette situation. Ok, je pense. Bon, on va encore faire une question. Ouais. Voilà, parce qu'on arrive au terme. Et enfin, s'il doit y a une dernière, c'est combien de temps dure une séance? Ça dépend un petit peu du thérapeute. Moi, je l'ai fait durer 1 heure. Je trouve que c'est largement suffisant. C'est très prenant physiquement, mais très fatigué. C'est un peu comme si on avait fait du ski. Après, il y a quelque chose de... C'est le corps qui a travaillé. C'est moins agréable que le ski quand même. Mais voilà, c'est prenant. Pour les enfants, peut-être même un peu moins, 45 minutes. Après, il y a des collègues qui font un peu plus. Ok. Odile, tu reprends la main ou... En fait, il y a peut-être une dernière question. Je ne pense pas que le point a été abordé. Les personnes peuvent être défensives au moment de se reconnecter à un moment terrible et ne pas y arriver, ou cela se fait finalement facilement de se reconnecter? Alors, quand une personne est défensive, ce qu'on peut faire, on va toujours, avant de rentrer dans la situation traumatique, on va demander comment la personne est maintenant, donc avant d'y aller. Et si la personne dit j'ai de l'appréhension ou je veux pas, on va d'abord travailler cette peur. Donc, on va d'abord désensibiliser la peur d'aller voir l'événement difficile. Et c'est seulement quand cette barrière-là est tombée que la personne va se sentir apte. C'est en ça que je dis qu'il faut se prendre le temps. On ne force rien. Une personne dit là maintenant j'ai peur ou j'ai une boule au ventre. On va d'abord traiter la boule au ventre et la peur. Et quand ça c'est bon et que la personne dit ok, là on peut y aller, on y va. Ok. Ok, bah écoute Nadine, je pense que ça va être la dernière question pour ce soir. On te remercie vraiment pour le temps que tu as consacré à ce webinaire. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter ou celles qui souhaitent revoir ce webinaire, il y aura une possibilité de replay en suivant le même lien. Christelle, peut-être que tu peux expliquer s'il y a quelque chose de technique à faire pour revoir ce webinaire. Christelle? Tu m'entends? C'est bon? Oui, c'est bon. Écoute, ouais, voilà, on peut clôturer le webinaire ou au moins laisser Nadine repartir. Ouais, voilà, on va laisser Nadine voilà, pouvoir rentrer enfin, en quelque sorte. Voilà, terminé. Je vais juste ajouter, alors je ne sais pas où en France vous êtes, un petit peu partout je suppose. Renseignez-vous, notamment par l'association, il y a de plus en plus de formations d'une journée sur ce qu'on appelle le secourisme psychologique, qui sont des formations très pratico-pratiques sur comment s'auto-apaiser, comment apaiser quelqu'un d'autre en situation de panique, de stress aigu. Souvent formés au secourisme classique. Et quand il s'agit du psychologique, tout le monde se dit « oh là là, il faut être ici ». Il y a des gestes très simples pour accompagner les autres et pour s'auto-calmer aussi quand on est en situation. Donc voilà, posez la question, mais je sais que dans la région lyonnaise, chez nous à Strasbourg, il y a des formations comme ça, très pratico-pratiques, donc ça peut être utile également.
Et pour avoir participé plusieurs fois, j'invite vraiment les gens à le faire. Et même en tant que parent, c'est très, très utile. Voilà. Super. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation, bon courage. Et puis vraiment, s'il y a un truc à résumer, c'est aller chercher les ressources de vos enfants. Parce que s'ils sont là et qu'ils ont réussi à tenir tout ce temps-là, c'est qu'ils ont un paquet de ressources. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Nadine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Comment je me déconnecte? donc, Odile, Oui, ouais, je te rejoins. Nathalie. Nathalie qui arrive à nous rejoindre. Merci à tous vraiment d'avoir participé ce soir. Donc, il nous reste encore 10 petites minutes. Si vous avez des questions à nous poser ou bien tout simplement des choses qui n'ont pas fonctionné ou que vous pourriez nous préconiser pour le prochain webinar, parce que l'idée, c'est de faire un webinar peut-être tous les 3-4 mois sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur ou autres, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez ou bien encore le noter là dans le chat, mais je vous invite plutôt à nous l'envoyer par mail. Alors, vous pouvez passer par vos correspondants, vous pouvez passer par l'adresse email par laquelle vous avez eu le lien de ce webinaire. Nous, ça nous permettra de regrouper toutes vos idées et d'essayer de pouvoir en organiser avec des personnes qui seront en lien avec les thèmes demandés. Alors, je vois déjà, alors EFT, ok, secourisme psy. Alors, pour répondre au secourisme psy, alors, je pense que ça prendra peut-être pas tout un webinaire, mais éventuellement, ce que je vais pouvoir faire, c'est voir avec elle si elle a des adresses des personnes. Voilà, alors moi, j'ai dans le grand test, mais effectivement, de voir si on peut vous trouver des lieux de formation. C'est souvent sur une journée. Et c'est vraiment très intéressant à faire parce qu'en fin de compte, vous l'apprenez pour vous en tant que parent et c'est très, très utile. Et on peut après le transmettre à nos enfants. Donc, on n'a pas besoin que les enfants soient avec nous pour pouvoir apprendre ces premiers gestes. Et il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique. C'est ouvert vraiment à tous. Ok. Écoutez, puisque on va peut-être clôturer cette première soirée de webinaire. Donc, on vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve sur le groupe très vite ou demain. Merci à tous. Merci à tous pour le côté technique et à Nathalie qui ne nous a pas rejoint. Alors oui, je ne sais pas où. De ce webinaire. À bientôt. Ok, merci à tous. Au revoir. Au revoir.